Dans un premier temps, si on veut comprendre la crise, il faut comprendre ce que moi j'appelle la logique de la liquidité financière ou le régime de liquidité financière qui est à l'origine un peu des bouleversements qu'on a connus. Cette logique-là, elle est basée sur la production d'actifs liquides à partir d'actifs qui ne le sont pas nécessairement. Ça s'est accompagné de la généralisation de la circulation de ces actifs-là dans des marchés, les bourses, les nouveaux marchés financiers. Puis on a transformé un paquet de relations économiques qui n'étaient pas des relations nécessairement financières en relations financières en faisant des titres. Des titres soit sur lesquels on peut spéculer, des titres qui conféraient un pouvoir à ceux qui pouvaient les produire et à ceux qui en étaient les propriétaires ou qui pouvaient les mettre en circulation. Il y a plein d'exemples. On peut penser à la titrisation des hypothèques, au crédit de carbone, au marché des actions, au marché des obligations, aux produits dérivés. Sur taux de change, sur taux d'intérêt. C'est un ensemble d'outils que s'est doté la sphère financière et le principe général de tous ces outils-là, c'est de provoquer des variations de prix dans la sphère financière que la sphère réelle par après doit valider, c'est-à-dire en transférant de la richesse de la sphère réelle à la sphère financière. Donc ça, c'est, je dirais, la logique de base. À ça, il faut ajouter quelques autres petits facteurs. Une consolidation du secteur bancaire, l'émergence de gros acteurs oligopolistiques, tant au Canada que sur une base planétaire, qui contrôlent ces marchés-là, et une classe sociale de dirigeants, de gestionnaires de ces actifs financiers-là, qui monopolisent finalement ce pouvoir-là. Puis bon, il y a peut-être d'autres éléments à rajouter, parce que les salariés, on participe, veut pas, à ce système-là de deux manières distinctes. Premièrement, à titre de surendetté. On profite du crédit, de la liquidité qui se transforme en crédit à la consommation et qui nous permet de maintenir un mode de vie de surconsommation. Et deuxièmement, à titre d'investisseur, entre guillemets, parce qu'on participe à toutes sortes de régimes d'épargne collectif, assurance vie, caisse de retraite, et on cède le pouvoir financier qui accompagne ces régimes-là, cette épargne-là, on le cède à ces gestionnaires-là. Et donc, ça serait peut-être le point de départ de l'autre logique, c'est se réapproprier le pouvoir financier qui émane de notre propre réalité, nous, les salariés. Mais je dirais finance responsable, puis éventuellement même élargir cette logique-là à repenser la valeur, repenser la nature de l'économie pour qu'elle soit au service un peu de quelque chose d'autre, que ce soit les cultures, que ce soit l'écologie ou que ce soit la participation à la vie politique. Et ça implique vraiment plein de bouleversements parce que toute la structure de notre économie, elle est tournée vers qu'une finalité, l'accumulation monétaire et financière. Et donc, il faut inventer des formes d'encadrement de l'économie qui permettent de contrer ou d'éliminer cette logique-là. Puis ça, bien, ça peut être en termes de type de propriété, des coops, des propriétés publiques, privées, mais où c'est le public qui contrôle le privé plutôt que le contraire, municipaliser la propriété, revaloriser la petite propriété autonome qui permet à l'individu d'avoir ses outils, d'avoir son lieu de travail, penser le droit d'usage plutôt que la propriété privée. Donc, tout un travail de réflexion autour de la propriété, un travail de réflexion autour de c'est quoi la valeur, puis un travail de réflexion autour de c'est quoi le travail, puis quelle place le travail devrait prendre dans nos vies. Est-ce que le travail ne devrait pas être à la service de quelque chose d'autre?